Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc dans ce webinaire consacré à une masterclass en direct avec l'invité d'honneur de la fête du cinéma d'animation, Benoît Chieux, que Bonjour. nous remercions d'être avec nous. Donc, je suis Isabelle Vanini, la déléguée générale de l'Association française du cinéma d'animation, qui organise donc la fête du cinéma d'animation depuis 23 ans et qui s'adresse au monde entier grâce à l'Institut français. Et merci à vous d'être avec nous. Je remercie Claude Brenez et ses équipes pour avoir organisé pour la première fois une masterclass en visio. Et nous allons démarrer. Donc, je ne sais pas si toutes et tous vous avez vu Sirocco et le royaume des courants d'air, mais on s'est dit qu'on allait commencer en images et donc regarder la bande-annonce du film sorti en décembre dernier. Le 13 décembre. Exactement. Voilà. Donc, on regarde cette bande-annonce et ensuite, nous allons reparcourir la carrière de Benoît Chieux. On verra quelques extraits de films et on parlera beaucoup de Sirocco, évidemment, de la mise en scène, de ses partis pris. Et vous pourrez poser des questions. Donc, je pense que notre discussion durera à peu près 45 minutes. Et préparez vos questions en indiquant bien votre prénom et le pays. Et on prendra le temps de répondre à quelques-unes des questions. Voilà, donc la bande-annonce de Sirocco et le royaume des courants d'air. Juliette! Juliette! Non! L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut, écoutez. Alors, Benoît, donc on vient de voir la bande-annonce de ce film que tu as signé, d'une inventivité formelle, graphique absolument merveilleuse, mariant scène d'action, magie, poésie. Alors la presse a beaucoup parlé de références, d'hommages à des gens comme Miyazaki, Grimaud, voire même Möbius ou Claude Ponty. Est-ce que ce sont des références que tu revendiques ? Oui, bien sûr, ce sont tous des gens importants. C'est difficile quand on fait un film de faire le recensement exact des gens qui nous influencent. Là, je remercie les principaux que tu viens de citer. L'important, c'est quand même, en tout cas pour moi, d'arriver à situer un film dans un contexte, c'est-à-dire qu'il vient de quelque part. Et je trouve que c'est toujours intéressant de nommer les gens qui ont été à l'origine indirectement d'un projet comme celui-ci. Moi, ce qui m'intéressait avec un film comme Sirocco, c'est que je fais partie d'une génération qui a grandi avec un magazine que vous connaissez peut-être, qui a été important en France, qui s'appelle le magazine Métal Hurlant. Et avant ça, même, j'ai grandi avec un magazine comme Okapi, qui paraît anodin comme ça, cité froidement, mais à ses débuts, Okapi, c'était un magazine extrêmement riche visuellement, d'un point de vue formel très fort. Moi, j'ai des souvenirs marquants d'images vues dans ce magazine, que j'ai ensuite retrouvé sous une autre manière, sous une autre forme pour un public adolescent et jeune adulte à travers le magazine Métal Hurlant. Et c'est vrai que j'ai été profondément marqué par ces univers fous, ces images, ces immenses graphistes. Et une de mes motivations, c'était d'arriver à proposer un film avec un univers original, un univers vraiment fou comme ceux de Ponty, Moebius. Et en France, on produit beaucoup de films d'animation, mais j'avais le sentiment que ces mondes-là n'existaient pas beaucoup.
Et ça a été un de mes points de motivation importants. Ouais. Donc, on va revenir sur ta formation et ta passion pour le dessin et l'illustration. Du coup, comment as-tu choisi ta voie et l'école que tu allais faire du coup? Alors, ce qui est un peu atypique dans mon parcours et qui est intéressant de comprendre, c'est que je commence l'animation de façon tout à fait hasardeuse parce que je rentre dans une école, donc je fais des études de dessin très tôt, je savais que je voulais dessiner, donc je rentre en seconde dans une école pour apprendre à dessiner. À l'époque, il y avait très peu d'animation et, et quand j'arrive en terminale, donc c'était un bac plutôt pour former dans la publicité. Les années 80, c'était vraiment les années pub, et donc on formait beaucoup de gens à la publicité et aussi au métier de l'impression, imprimée, etc. Et quand j'arrive en terminale, un des professeurs de l'école crée une section animation. J'étais très intéressé par cette ouverture-là, et c'était d'autant plus fou que le professeur lui-même ne connaissait pas l'animation, il apprenait avec nous. Donc on a été visiter des studios à Paris, on a essayé de comprendre comment les films marchaient, de trouver le peu d'informations qui existaient à l'époque sur comment faire un film d'animation. Et pour aller rapidement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai souvent été dans ce cas de figure où j'étais au début d'une métamorphose qui s'est installée dans le temps, où on a vu petit à petit l'industrie de l'animation se structurer et devenir un métier comme un autre. C'est un peu la même chose ce qui s'est passé ensuite. Je suis rentré dans une école privée à Lyon qui s'appelle l'école Émile Cole, qui avait aussi une spécialisation animation, etc. Et, et enfin, dans les années 80, on a vu l'industrie se structurer et différentes écoles se mettre en place de façon très, très forte et très pertinente en France, en fait, dans tout le réseau des écoles. Et voilà, donc et après, pour aller même plus loin, dans les années 2000, j'ai assisté aussi à la création de l'école de la Poudrière, parce que j'ai fait dès le départ partie du conseil d'administration, qui est aujourd'hui une école que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup de petits. On voit beaucoup d'anciens étudiants maintenant qui sont aux commandes de longs métrages très prestigieux qu'on voit en France. Donc j'ai suivi comme ça ce chemin de l'éducation et de la transformation de la société se structurant autour de l'animation. Du coup, ça me fait le lien, puisque tu parles de la Poudrière qui est située donc à Valence. Les gens qui te connaissent bien te lient à l'aventure aussi de Folimage, puisque voilà, tu as fait une partie de ta carrière là-bas. Donc, comment es-tu rentré dans la grande famille de Folimage? Ben, voilà l'exemple parfait de ce que je viens de dire. Donc moi, j'étais étudiant, pour expliquer concrètement comment ça s'est passé, j'étais étudiant à l'école Émile Cole. Dans cette école, il y avait un professeur d'animation qui s'appelle Jacques Rémy et qui, à l'époque, venait tout juste de créer le studio Folimage, qui avait 1 an, 2 ans maximum, et qui recrutait parmi les élèves des personnes pour venir travailler dans son studio. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite été repéré et je suis rentré dans le métier de l'animation en sortant de l'école. C'est-à-dire qu'à 21 ans, je suis rentré dans la profession et au studio Folimage à Valence, qui a beaucoup compté aussi dans l'évolution de l'animation parce que c'était un des rares studios qui proposait à la fois des projets ambitieux artistiquement, scénaristiquement, et qui accompagnait aussi les auteurs avec des courts-métrages, puisqu'on a vu l'arrivée de Michael Dudebois avec des courts-métrages comme Le Moine et le Poisson, ensuite Père et Fille, etc. Et donc, c'était un endroit très important où l'animation a pris son essor. Et aujourd'hui, ces studios-là sont nombreux en France, mais à l'époque, c'était tout à fait exceptionnel. Donc, tu as travaillé sur L'Enfant au grelot, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Tu as participé à la réalisation de Mia et Migou ou encore de Tantilda. Et j'avais envie qu'on revoie un petit peu des dessins de Mia et Migou. Et voilà, tu m'as dit, tiens, pourquoi Mia et Migou? Et je te dis, parce que je pense qu'il y a un lien quand même avec Sirocco, ouais. Il y a une espèce de ligne.
Et on va voir ces dessins, mais que tu as un peu redécouvert en te disant... ah Oui, c'est oui, drôle. bah, pour la petite histoire, c'était intéressant parce que je ne comprenais pas pourquoi tu voulais qu'on parle de Mia et Migu. C'est vrai que quand on fait un travail artistique, on ne fait pas forcément le lien nous-mêmes entre les projets qu'on fait. Moi, j'aime bien varier les techniques, j'aime bien varier les sujets. Et je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'en refouillant dans les cartons, j'ai réussi à retrouver des dessins. Et c'était frappant de voir à quel point certains personnages sont devenus réels dans Sirocco, Ouais, ouais. comme une ligne conductrice. Et j'avais pas percuté. Donc on va voir 7 ou 8 dessins donc, qui sont des Donc, recherches graphiques que tu as faites au départ. voilà, donc Mia et Migu, pour situer rapidement le film, c'est un film qui parle d'écologie, comme souvent les films de Jacques-Rémy Girard. Et il y avait ce personnage du Migu qui était un personnage imaginaire. Et on voit ici un dessin du Migu qu'on verra ensuite sous une autre forme. Mais c'était les premiers dessins que j'ai fait sur ce personnage fantastique. Et donc voilà, ça c'est Là, oui, c'est quand même très frappant. intéressant. Donc bon, pour les gens qui ont vu Sirocco et qui vont le découvrir, si vous voyez ce dessin, vous allez vite vous rendre compte le lien qu'il y a avec Sirocco. Et donc ce dessin est très précieux. Moi, je l'ai redécouvert, je l'avais complètement oublié. Mais effectivement, c'est le personnage du jouet dans Sirocco avec sa tête qui tourne, etc. Et donc là, j'étais frappé de voir à quel point finalement on n'a pas beaucoup d'idées dans une vie et on tourne toujours avec les mêmes. Et là, on retrouve aussi ces fameuses. Donc là aussi, un personnage du Migu qui avait une forme d'étoile. Et ce personnage d'étoile, enfin, on le retrouve dans les décors de Sirocco, dans des scènes Là aussi, si on importantes. regarde Ouais, voilà. l'affiche, Sur c'est vrai l'affiche, que on les retrouve. c'est Voilà. frappant. Ouais. Et ici, donc le Migu qui commence à prendre une forme, on va dire, un peu plus proche de celle qu'il a en définitive. Et donc là, on tombe aussi sur des personnages imaginaires. On s'éloigne un peu de Sirocco, mais voilà, c'est vrai que tout ce travail-là, je m'aperçois qu'il a dû me nourrir pour plusieurs films, en fait. Donc voilà, le Migu, il commence à prendre sa forme définitive. Donc une planche de recherche. Ce qui était intéressant dans ce personnage, c'est qu'il avait un trou à la place de la bouche. Et quand on fait du dessin animé, il y a toute une théorie pour apprendre à faire parler les personnages avec la langue, avec les dents. Et nous, on avait un personnage qui n'avait ni langue ni dents, mais qui avait seulement un trou à la place de la bouche. Et on se demandait, moi-même, je me demandais si on arriverait à faire parler un personnage comme ça. Et en fait, oui, c'est tout à fait possible. Ça a bien marché. Donc voilà, là, le Migu sous sa forme définitive. Donc on voit à quel point il y a eu des directions différentes. Et donc voilà, ça c'est vraiment le film, les images du film. Alors sur Mia et le Migu ou Tantilda, donc tu étais directeur artistique, storyboarder, Oui. co-réalisateur. Ah oui, C'est ça pas sur tous les films. J'ai été co-réalisateur sur Tantilda et directeur artistique et storyboarder sur les deux films. Storyboarder avec une particularité quand même, c'est que souvent ce métier est fait en équipe pour des raisons de temps, parce que c'est très long à faire. Et j'ai réalisé seul le storyboard de ces deux longs métrages. Ce qui veut dire qu'avec Sirocco, c'est le troisième long métrage que je storyboard entièrement seul. Et il n'y a pas, pas beaucoup d'auteurs qui font ça. Lagioni, Jean-François Lagioni, c'est un des rares auteurs à storyboarder entièrement ses longs métrages. En général, c'est un travail qui est fait en équipe. Donc je vous laisse imaginer la capacité de dessinateur qu'a Benoît Chieux. Après avoir quitté le studio Folle d'Image, tu te lances dans le court-métrage. En tous les cas, tu as envie de revenir du court-métrage et tu signes Tigre à la queue leu chez les films de l'Arlequin, qui est une adaptation donc, d'un livre illustré pour Absolument. enfants, c'est ça? Donc, à la fin de Tantilda, je termine un cycle parce que je quitte Folle d'Image. Et pour moi, s'offrent deux options. C'est soit je deviens technicien dans le monde de l'animation, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire que je deviens soit storyboarder, soit créateur graphique, mais plutôt technicien. Soit je prends en main la réalisation complète d'un projet,
Et j'hésite pendant un moment entre les deux, et je décide de faire de la réalisation en me disant, je vais tenter ça et on verra combien de temps ça va durer. Et une manière pour moi de m'approprier la réalisation, dans un premier temps, c'est déjà de faire cette adaptation d'un livre. Et je découvre un livre pour enfants dans un salon du livre en Italie, à Bologne, et je tombe sur le salon d'un éditeur coréen, et je découvre ce livre sans comprendre même l'histoire, parce que tout était écrit en coréen. Et donc, rien qu'en regardant les images, je devine que l'histoire est très drôle. Et je me dis, tiens, là, il y a un projet à faire. Je voyais assez vite comment en faire un film. Et je présente le livre à Dora Benosilio, qui est la productrice des studios L'Arlequin, et qui voit le livre et qui me dit, ouais, c'est super, ok, on fait un film. Et donc voilà que la façon dont s'est fait l'enchaînement entre mon travail plutôt de technicien de flatteur graphique à Folimage pendant des années, et ensuite la passerelle avec le court-métrage et le film d'auteur. Et il se trouve que depuis 2014, j'ai enchaîné les films et j'ai continué cette carrière en me disant qu'un jour ça pourrait peut-être s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. Voilà. Et je trouvais intéressant qu'on voit un extrait du film parce que on retrouve aussi le monde de l'enfance et un enfant espiègle, comme tu le proposeras ensuite avec Sirocco, avec ses petites filles. Donc on va regarder un extrait de Tigre à la queue leu-leu que je vous invite à découvrir. Si vous... Maman, j'ai faim. Quoi? Donne-moi à manger, j'ai faim. Tous les garçons du village travaillent, cultivent la terre, ramassent du bois, ils n'arrêtent pas. Et toi, tu dors toute la journée. Mais maman, je n'ai pas de houe. Comment veux-tu que je cultive la terre? Tiens, voilà une houe. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais travailler. Mais c'est pas par là. On a découvert un extrait de Tigre à la queue leu-leu. Pour résumer rapidement, c'est un film qui fait l'éloge de la paresse. Et ça m'amusait beaucoup, c'est très intelligemment écrit. Et le lien qu'il y a avec l'esthétique, c'est que c'est un film dans lequel il y a très peu de décors, parce que beaucoup de décors sont entièrement blancs. Donc il y avait un jeu entre le thème du film, qui est la paresse, et cette réalisation de film qui est finalement assez simple. Donc c'est un jeu sur le fond et la forme. Donc le film a eu une belle carrière en festival et tu persistes dans le court-métrage puisque tu vas signer 2 courts-métrages chez Sacre Bleu. Le Jardin de minuit qui est nommé au César en 2018 et Cœur fondant dans une autre technique. Et là, j'ai choisi un extrait du Jardin de minuit parce que, pareil, je trouvais qu'il y avait une filiation dans les formes, dans l'univers complètement magique que tu proposes avec Sirocco. Donc, on va voir un extrait du Jardin de minuit. J'avais amené mon t-shirt, le Jardin de minuit, mais je ne l'ai pas mis finalement, il est dans mon sac. Là, une autre ambiance, hein. Rien à voir avec Tigre à la queue leu-leu. Donc là, évidemment, on montre bien. Ce qui m'amuse dans l'animation, c'est d'essayer des chemins différents. Le Jardin de minuit, c'est un film que j'ai fait en voulant sortir du schéma traditionnel de la narration avec un personnage, je ne sais pas comment dire, principal qui vit une aventure avec un début, une fin, etc. Là, on est vraiment dans un film d'ambiance et dans lequel l'interprétation est possible. C'est-à-dire que le spectateur qui voit ce court-métrage probablement aura du mal à définir quelle est l'histoire. Et ça m'intéressait d'explorer ça. Je vois bien que c'est un film qui laisse les spectateurs un peu en suspens, mais c'est aussi un film qui, justement, comme il n'impose pas une histoire, permet aux spectateurs de s'y investir d'une manière différente par rapport à un schéma classique. Et c'est très intéressant à montrer, ce genre de film, parce qu'on voit très bien que ça fait réagir. Et ça ne m'étonne pas que
que toi tu l'aies aimé, mais je vois que en tout cas, ça interpelle beaucoup. Et c'est le genre de film qui laisse beaucoup de place au spectateur. Alors, la question que je me pose, parce que si on revient sur Sirocco et le royaume des courants d'air, au moment où tu as fait le jardin de minuit, tu travaillais déjà sur Sirocco et l'univers. Non. Est-ce que, tu vois, il y avait un lien, une envie d'essayer des choses, puisque Sirocco grouille aussi de créatures magiques dans l'univers comme ça, bruissant. Alors, en fait, je dis non, mais en fait, il faudrait regarder les dates, c'est 2000, je commence. Oui, parce que, en fait, Sirocco, tu travailles dessus depuis de nombreuses années, puisqu'au Cartoon Movie, tu le présentes en 2014. En 2014, et donc le jardin en 2018. Donc je me dis, oui, en fait, est-ce qu'il n'y avait pas quand même... il y avait déjà un lien. Tu vois, tu arrives à faire des liens, moi je ne sais pas. Mais si, donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film, Le Jardin de Minuit, a probablement influencé mes autres films. Parce que cette façon d'approcher la narration, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant de parfois laisser un peu libre cours à ses envies, à son imaginaire. Et c'est vrai que dans la structure de Sirocco, avec Alain Gagnol, quand on a écrit le scénario, quand il a pris en charge le scénario, j'avais bien dit attention de ne pas remplir le film. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait des endroits vides pour que moi, je puisse dessiner ce qui me passait par la tête. Et donc, il y avait vraiment en général, quand on fait un scénario de film, on dit qu'on écrit une page de scénario par minute. Et le scénario de Sirocco faisait 60 pages. Et le film fait 75 minutes, 80 minutes. Donc ça laissait une grande place à l'imaginaire, et c'était très important pour moi, parce que je ne voulais pas faire un film bavard, et je voulais aussi qu'il y ait ce chemin possible à travers les images. Et donc c'était une volonté qui a été définie dès le départ, et probablement que le Jardin de Minuit a aidé dans ces choix dès le départ. Du coup, on arrive à Sirocco et le royaume des courants d'air. Alors, comment naît le film? Est-ce qu'il naît de quelques dessins de créatures que tu avais en tête? Alors complètement, tout point de départ, ce sont des images. Je commence à dessiner, c'est-à-dire que je pressens une idée de film, c'est-à-dire que je me dis, tiens, il y a un thème qui m'intéresse, et je commence à faire des dessins. Et je vais dans plusieurs directions, etc. Mais assez vite, je définis notamment un style graphique. Pourquoi je fais ça? Parce que je sortais de la fabrication de films assez difficiles à fabriquer pour des raisons esthétiques, et ça demandait beaucoup de travail. Et donc, dès le départ de Sirocco, je fais un choix qui est un choix technique en disant je veux faire un film très simple à fabriquer. Et donc, je radicalise les choix graphiques. C'est-à-dire que je dis de la ligne, de la couleur, et c'est tout. Je ne veux pas d'ombre, je veux pas de matière, je ne veux pas d'effets, etc. Uniquement de la couleur et des lignes. Donc là, on se rapproche assez vite à un style à la Tintin, à Hergé. Et ça c'est le point de départ, parce que c'est ce choix graphique qui me contraint énormément. Et donc, à partir de là, j'ai ce thème du vent, je dessine des personnages comme Sirocco assez vite, Selma, les personnages principaux, et puis je fais 30-40 dessins, et j'en reste là. C'est une galerie un peu de personnages. J'ai une galerie, j'ai un univers qui commence à s'esquisser, parce qu'on commence déjà à voir le monde de Sirocco, et l'enjeu devient l'écriture du scénario. Et là, effectivement, on passe quand même plusieurs années à trouver un scénariste, parce qu'on essaie avec l'un, ça ne marche pas, on essaie avec l'autre, donc on perd beaucoup de temps. Et le film a du mal à démarrer, en fait, jusqu'au moment où Alain Gagnol, que je connais bien, vient vers moi et me dit « Moi, ça m'intéresse, je veux bien essayer ». Je connais bien Alain Gagnol, il est dans un univers qui est très différent du mien. Donc c'est aussi la famille Folimage. La famille Folimage, on est à Valence, on habite à côté l'un de l'autre. Mais je me dis, là, c'est pas sûr que ça marche parce qu'on est vraiment loin l'un de l'autre dans nos univers. Mais j'avais pas vraiment le choix et je voyais qu'Alain avait très envie. Donc je dis, ok, on essaye. Et en fait, très vite, il rentre dans le film. Il arrive à jouer le jeu du film fantastique alors qu'il est plutôt dans le polar.
Et ça marche. Moi, je trouve qu'il est là, il joue carrément le jeu, il prend vraiment les images, et il fait tout ce qu'il peut pour les intégrer dans un récit cohérent. Évidemment, c'est pas simple, il faut refaire les dessins, faut structurer le récit, mais il arrive à écrire un scénario qui tient la route. Il Et apporte là, des thèmes assez il a- durs comme le deuil, exactement, l'impossibilité à absolument. aimer, puisqu'on Voilà. parlera de Sirocco. Exactement. Donc, enfin, il écrit l'histoire de Sirocco que vous connaissez à travers le film. Et c'est là que c'est grâce à lui que le film prend corps, parce que c'est à partir d'un scénario qu'on peut aller ensuite démarcher auprès des financements, des partenaires financiers. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure démarre. Et d'un producteur, évidemment, on a toujours le producteur Randy Hans, qui est producteur de Sacre Bleu Productions, qui est là et qui fait le travail. On va regarder un extrait de Sirocco. Donc, je t'ai demandé de choisir un extrait qui montre tes partis pris graphiques, dont tu as déjà un petit peu parlé, la place de la couleur, les personnages et les décors au même niveau, pas d'ombre, des aplats. Donc, on va regarder le premier extrait de Sirocco, que tu pourras peut-être nous présenter un petit peu. Juliette, arrête de manger ça. Mais ils sont trop bons. Elle mange le reste des bonbons des croquants-bec. Oh. Je vais vous montrer quelque chose. On ne restera pas longtemps parce qu'il fait très froid là-haut. Donc là, on découvre un mouvement. Donc là, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que je viens de dire, puisque tout ce passage-là repose entièrement sur l'image. On voit bien que là, il y a un creux, parce que scénaristiquement, c'est juste des personnages qui se déplacent pour avancer d'un point à un autre. Et moi, j'en profite pour faire des images, et pour créer un monde. Donc ces endroits sont très importants dans le film. Et j'ai adoré faire ça, parce que justement, il y avait cette place vraiment pour faire vivre cet univers. Et l'autre aspect important de cette séquence, c'est aussi la mise en scène, parce qu'on rentre dans une mise en scène que j'appelle spatiale, c'est-à-dire que c'est une mise en scène dans laquelle la caméra se déplace énormément, et donc qui est très immersive. On n'est pas du tout frontal, avec des personnages qui se déplacent de gauche à droite. On est vraiment plongé dans un univers totalement immersif. Et c'était vraiment mon idée, c'est-à-dire d'entraîner le spectateur dans un monde qui le dépasse. Et là, l'univers du Royaume des courants d'air devient un des personnages principaux du film. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le Q&R en bas du Zoom. Donc, préparez vos questions, parce que dans un quart d'heure, on prendra les questions et Benoît y répondra. Donc, n'hésitez pas. Du coup, on a entendu la musique, d'ailleurs, dès la bande-annonce. C'est une musique qu'on n'oublie plus dès qu'on l'a entendue. On va parler un petit peu de la mise en scène. Tu as commencé à en parler, notamment des mouvements de caméra que tu as choisi de faire dans le film. Moi, j'aime beaucoup
Benoît est l'un des rares réalisateurs qui parle très bien de mise en scène, je trouve. Donc, quelles étaient les questions de mise en scène que tu t'es posées, et notamment parce que tu as choisi, l'enjeu du film était de mettre en scène le vent, le souffle, la respiration, la tempête. Et quelles questions tu t'es posées? Comment on met en scène le vent, le souffle, l'air? Là, je suis obligé de citer un réalisateur qui a beaucoup compté dans ma carrière. C'est la découverte du cinéma japonais, et notamment à travers les films de Hayao Miyazaki, qui est, de mon point de vue, quand même la personne qui sait poser des questions de mise en scène dans l'animation. Et j'ai beaucoup regardé ces films avec ce regard précisément d'essayer de comprendre comment il faisait ça, comment ça marchait. C'est-à-dire que pour y arriver, j'ai regardé ces films, je sais pas, 20, 30 fois, 40 fois, et souvent en coupant le son, par exemple, pour essayer vraiment de voir, parce que quand on est dans une salle, on assiste à un film, c'est un spectacle tellement fort au niveau visuel et des émotions qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe, en fait. Donc moi, je coupe le son et je regarde et je me dis, mais comment il fait? Et une des leçons de Miyazaki, c'est quand même celle-ci, c'est d'arriver à rendre ses histoires et sa mise en scène très immersive. Et donc, il y a plein de... On peut en parler pendant des heures, mais il a une façon très particulière de placer la caméra qui fait que vous avez l'impression que le monde qui vous présente est un monde qui existe. Parce qu'il le montre tout le temps. En déplaçant la caméra, il vous montre que non seulement il y a un décor, mais il y a un décor derrière vous aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc construit. Et moi, en regardant ça, j'ai essayé à ma manière de retraduire ça dans Sirocco, c'est-à-dire vraiment de me dire le spectateur est dans le film. On ne regarde pas un film, on est dedans. Et il y a des règles pour ça. Et ça marche, et effectivement, quand on les applique, ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que le spectateur, au bout d'un moment, il oublie qu'il est en train de regarder un film, il est dans une histoire. Et il est dans un monde qui grouille, où parfois tu choisis juste de passer, on ne va pas s'arrêter sur telle créature Exactement. que tu as créée et dont on aimerait profiter. C'est ça. Voilà. On peut regarder à droite, Exactement. à gauche, on peut... C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est comme si on avait, comme si on avait un casque virtuel, on regarde, on dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant, mais l'histoire continue, nous entraîne ailleurs, et on n'a pas le temps d'aller ouvrir toutes ces portes que j'entrouvre, en fait. Et toutes ces portes entrouvertes permettent au spectateur de se dire, mais en fait, ce monde dans lequel on évolue est immense, et on aimerait en savoir plus. Par exemple, la première question que posent les enfants, une fois que le film est terminé, c'est de savoir s'il y aura une suite, pour savoir si on va explorer une des portes qui a été entrouverte pendant le film. Et c'était vraiment une volonté de créer ce sentiment-là, parce que c'est un film qui parle de l'imaginaire, et on peut très bien, dans un film, provoquer l'imaginaire du spectateur en ouvrant des portes qui ne sont qu'entrouvertes, elles ne sont pas vraiment ouvertes. Alors, tu parles de Miyazaki qui a beaucoup travaillé également sur tout ce qui vole, l'air, le vent, enfin, c'est quand même le grand metteur en scène. Oui. Si on veut étudier le vent et les objets volants, c'est vrai que c'est un bon moyen. Alors, pour le film, tu as fait appel à Pablo Pico au niveau de la musique et aussi à un designer sonore. Enfin, il y a un travail sur le son assez incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous avez travaillé, comment vous avez imaginé donner vie à ce monde aussi par le son? Alors, la rencontre avec... alors, il y a deux personnes qui jouent. Donc, il y a le compositeur, Pablo Pico, qui rentre dans le film assez tôt, qui commence à écrire des thèmes, etc. La première discussion autour du film avec Pablo était de dire bon, quelle musique on veut faire, dans quelle direction on va. Et le choix est fait très rapidement de faire une musique orchestrale. Alors c'est un choix pas facile parce que ça coûte cher, c'est tout de suite des dizaines de musiciens. Il faut en parler quand même. Et ça fait partie des enjeux. Mais quand même, je sens aussi que Pablo il a très envie. Pourquoi une musique orchestrale? Parce que ça participe là aussi à cette idée qu'on a des espaces musicaux qui sont grandioses. Parce que dans un orchestre, avec la multiplicité des instruments, là aussi on ouvre des espaces très très grands.
C'est-à-dire que la musique orchestrale a cette capacité de créer des grands univers sonores. Et c'est ce qu'on avait aussi à l'image. Donc ça marchait très bien. Et donc, la façon dont s'est fait le film, il y a deux choses différentes. Il y a une partie très précise du film qui a été enregistrée avant la mise en image. C'est la partie de l'opéra, parce que là, on avait besoin de la musique pour faire les dessins. Donc, elle a été enregistrée avant le début de l'animation. Et tout le reste du film qui a été enregistré après. Mais moi, j'avais déjà, pendant la fabrication, pas mal balisé le terrain en mettant ce qu'on appelle des musiques témoins. Au moment de la maquette du film, moi, je pose des exemples de ce que j'ai en tête, pas tellement pour dire à Pablo ce qu'il doit faire, mais simplement pour lui dire à quel endroit je vais de la musique, et aussi quel ton je veux donner à cette musique. Et donc Pablo, il a une espèce de chemin de fer comme ça, sur lequel il s'appuie, et il écrit toute la musique du film, et qu'on associe à l'image à la fin. La deuxième personne importante dans le son, c'est Gurval Koit-Galas, qui est le créateur sonore. Et on ne peut pas ne pas en parler, parce que le vent, il est aussi sonore. C'est-à-dire que c'est pas que de la musique, c'est aussi des bruits, des bruitages. Et Gurval, la première chose qu'il me dit, quand il avait lui aussi très envie de faire le film, il me dit « mais c'est un enjeu vraiment difficile pour moi, parce qu'on ne peut pas enregistrer le vent. C'est impossible. On ne peut pas mettre un micro dans le vent. Si vous avez l'occasion d'essayer, si vous essayez, vous allez vite vous en rendre compte. Si vous téléphonez par exemple dans un courant d'air, l'interlocuteur ne comprend rien. Et donc, il a dû inventer des sons de vent qui n'existent pas. Non seulement il a dû en inventer un, mais deux, trois, quatre, parce que dans le film, on a le deltaplane, qui est un bruit très particulier de vent, mais qui n'existe pas non plus. On a le bruit du vent de Sirocco, qui est un bruitage très particulier lié à Sirocco. On a le bruit de la tempête. Donc on a toute une galerie comme ça de vents différents que le spectateur doit pouvoir identifier très vite. C'est-à-dire que le vent de Sirocco, une fois qu'on l'a entendu, on doit savoir que c'est Sirocco. Et c'est pas facile de créer des vents qui se distinguent les uns des autres. Et donc là, il fait un énorme travail d'enregistrement, et évidemment, ça participe grandement aussi à créer des espaces, et là aussi à créer de la couleur sonore dans le film. Du coup, transition, on va voir le deuxième extrait de Sirocco, avec Sirocco en personne. Cela date de l'époque où je partais à l'aventure sur les routes. J'ai traversé des océans, parcouru des déserts. J'ai affronté le blizzard qui siffle sur la neige et le vent qui rend fou. Et puis un jour, je me suis perdue dans une tempête de sable. Sans le savoir, je venais d'entrer sur le domaine privé de Sirocco. Voilà du vent. Voilà du vent, et ce personnage de Sirocco absolument génial. Donc on entend la voix de Selma, et justement il y avait un vrai enjeu à réussir
ce chant, notamment le moment de l'opéra, nous, spectateurs, on attend et on se dit oh, ça va être comment? Il fallait surprendre. Oui. Alors là, le chant de l'opéra, donc c'est pas l'extrait qu'on vient de voir, mais effectivement dans le film il y avait cette séquence de l'opéra dont j'ai parlé tout à l'heure, et il fallait surprendre parce que je voulais pas qu'on tombe sur un chant d'opéra classique, ça n'avait pas beaucoup de sens vu l'univers de Sirocco. Il fallait trouver une idée de chant. Et je ne savais pas, ce qu'il fallait faire. Je n'arrivais pas à savoir. On avait fait des essais à droite à gauche, il n'y avait rien qui était concluant. Et ce qu'on a fait, c'est que déjà on a dissocié, c'est-à-dire que la voix de Selma quand elle parle n'est pas la même comédienne qui chante. C'est-à-dire quand elle chante, c'est une chanteuse, et quand elle parle, c'est une comédienne qui a l'habitude de faire du doublage. Donc on a deux personnes. Et donc, il y avait ce moment de l'opéra, et Pablo a fait cette proposition que j'ai trouvée très forte, très originale, c'est qu'il s'est dirigé vers une chanteuse de jazz. Et c'était très surprenant pour moi de voir qu'il aille chercher quelqu'un dans ce registre-là. Et il a donc contacté la chanteuse Celia Kameni, qui était une chanteuse aguerrie, qui est une jeune femme, mais qui a vraiment une aura, un charisme assez dingue. Et en une journée, ils ont enregistré cette séquence de l'opéra. Et ce qui était magique, c'est qu'il y avait une partie improvisée. C'est-à-dire qu'il y avait une trame sonore écrite par Pablo, mais cette chanteuse a su improviser sur cette trame. Et il y avait ce chant qui se répétait. C'est-à-dire qu'en gros, elle chantait, on lui faisait écouter ce qu'elle avait enregistré, et elle rechantait sur sa propre voix. Et donc, on avait une voix en écho qui se répondait à elle-même, et on a ce résultat très étonnant et qui surprend le spectateur. C'est vrai que c'est très étonnant. Et quand moi je l'ai entendu la première fois, j'étais tellement surpris que je n'arrivais pas à savoir si c'était le bon choix, et en fait oui, ça marche. Alors on va passer aux questions du public. Avant, je voulais juste que tu nous dises un petit mot sur la carrière du film et comment il circule notamment à l'étranger, peut-être, puisque nous adressons au monde. Ouais. Alors le film, il a été beaucoup demandé à l'étranger. Moi, j'ai fait le choix au moment de la sortie de plutôt l'accompagner en France. Je me suis assez peu déplacé à l'étranger. Je l'ai fait un petit peu. Je l'ai fait principalement pour des raisons, on va dire, écologiques. J'ai évité de trop prendre l'avion. Mais je l'ai fait, et c'est vrai qu'il a été beaucoup demandé. Donc j'aurais pu faire plusieurs fois le tour de la planète pour présenter Sirocco. J'espère qu'il est encore visible dans les différents pays. Oui, il continue à bien circuler. Il continue à circuler. On a eu la preuve. Voilà, donc là en ce moment, en France en tout cas, il est en train de faire une deuxième carrière, parce qu'il est repris grâce à l'AFCA pour à l'Institut français. Enfin, c'est un film qui est quand même encore très accompagné. Et moi, je m'aperçois que c'est un film qui est demandé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans une situation un an après où je me retrouve dans des salles avec des spectateurs, des spectatrices qui viennent revoir le film. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quand même une chance. C'est une chance de pouvoir vivre ça. Donc, on va passer à vos questions. Donc, je vais les lire pour que tout le monde les ait en tête. Donc, combien de temps dure la fabrication d'un film d'animation? C'est-à-dire, ça dépend. On va peut-être parler de Sirocco déjà. Alors oui, évidemment, on va parler du long métrage. J'imagine que c'est ça la question. Alors c'est une question complexe parce qu'il y a plusieurs temps dans la fabrication d'un film. Pour répondre le plus précisément, il y a 3 temps dans la fabrication d'un film. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle la pré-production. Ensuite, il y a la production, et ensuite, il y a la post-production. La pré-production, c'est tout le développement du film, c'est-à-dire qu'on englobe dedans l'écriture du scénario, les recherches de financement, etc. Pour Sirocco, ce temps-là a été long, très long. En fait, on a passé beaucoup de temps à finaliser le scénario avec Alain Gagnol, on a passé beaucoup de temps à chercher des partenaires financiers. Ça a été un projet très difficile à convaincre. Enfin, c'est un projet qui n'était pas évident.
On a commencé donc la pré-production en 2014 jusqu'au moment de la production, c'est-à-dire au moment du début de la fabrication du film, qui était en 2021. Donc on a passé, 2014-2021, on a passé 7 ans, si je ne me trompe pas, à chercher et à mettre en place toute la préparation du film. La fabrication a été très courte, parce qu'on a mis 1 an et demi à fabriquer le film, et on a mis 1 mois ou 2 pour la post-production, ce qui est assez classique. Donc voilà, donc la fabrication totale s'étale sur 10 ans, avec un temps de fabrication très court. Donc c'est assez paradoxal, parce qu'on attend, et quand ça démarre, ça va très vite. Voilà. Est-ce que vous travaillez à la main ou à l'ordinateur? Eh bien les deux, parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de dessiner sur un écran, et c'est comme ça que le Sirocco a été fait. C'est-à-dire qu'on a des tablettes graphiques, et on dessine sur l'écran. J'imagine que la question c'est est-ce que l'ordinateur permet de faire des dessins? Non, en fait, l'ordinateur il ne permet pas ça. Il permet de mettre en couleur, il permet de faire des effets spéciaux, mais tous les dessins qui sont faits pour le film sont faits à la main. En fait, c'est pour ça que le film coûte cher, c'est que la masse salariale est très importante. Il faut fabriquer des centaines et des centaines, des milliers de dessins. Alors, vous êtes aussi enseignant, effectivement. Alors, à Émile Cole, je ne sais pas, à la Poudrière, oui, je crois. Ouais, je suis enseignant dans 2 écoles. Je suis enseignant à l'école Émile Cole, c'est tout à fait exact. Et à l'école de la Poudrière, qui est une école alors là, qui est plus spécialisée de cinéastes de cinéma d'animation, à Valence. C'est une activité annexe pour moi, parce que mon activité principale, c'est de faire des films. Mais effectivement, je suis enseignant, et la deuxième partie de la question, c'est quel est votre sentiment sur les évolutions techniques? La technique évolue. Moi, mon sentiment, c'est que elle a trouvé aussi une forme de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on voyait presque tous les ans apparaître de nouveaux logiciels. C'était très fatigant, très éprouvant pour la profession, parce qu'il fallait se former sans arrêt. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des logiciels, alors on voit apparaître de temps en temps de nouveaux logiciels techniques, mais ça a plutôt tendance à se stabiliser. Les outils sont fiables, et la façon de fabriquer les films sont assez maintenant standardisés. Donc on voit que c'est plus stable qu'auparavant. Donc c'est plutôt agréable et c'est moins fatigant, parce qu'il y a vraiment eu une période à l'arrivée des outils informatiques qu'il a fallu dompter, et ça c'était difficile pour toute la profession. Alors, je vais peut-être garder la question sur les nouveaux projets pour la fin. Comment avez-vous choisi les voix de vos personnages, et est-ce que cela vient en amont? C'est vrai qu'on a vu pas mal de projets de long métrage où le réalisateur ou la réalisatrice enregistrait en premier les voix et ensuite l'animation a été créée. Toi, comment tu as travaillé là-dessus? Alors, je pense que la totalité des films en France, les voix sont enregistrées avant. Ça peut arriver qu'elles soient... Alors, on va quand même faire une différence entre le court-métrage, le long-métrage, qui est une famille, et la série télévisée. Dans le court-métrage et le long-métrage, les voix sont quasiment tout le temps enregistrées avant. C'est-à-dire qu'on va voir les comédiens, souvent avec une base très précise du découpage du film, ce qui leur permet de comprendre ce qu'ils enregistrent. Et ensuite, on fait l'animation d'après ces voix-là. C'est vrai que les voix qui sont enregistrées après sont plutôt réservées pour la série télé, où là, il y a des questions de coûts qui sont très importantes. Et donc, on produit beaucoup d'images, et une fois que c'est terminé, on enregistre très vite les voix pour que ça coûte le moins cher possible. Donc, il y a vraiment 2 familles là. Tu étais très impliqué dans le casting voix. Alors, j'ai travaillé avec une directrice de casting, Marie Bureau, qui a fait un travail extraordinaire et qui, elle, m'a proposé des voix. Moi, je suis très sensible au timbre. C'est-à-dire qu'en dehors de l'interprétation que peuvent faire les comédiens, j'aime bien que les timbres ne se mangent pas les uns les autres. Donc, je vais chercher des voix qui se répondent au niveau du timbre. Et voilà, ça, c'est un travail assez classique. Donc, sur quel projet, alors nouveau projet au pluriel peut-être,
travailles-tu en ce moment? Alors, je sais que tu travailles sur le projet de quelqu'un d'autre en tant que storyboarder. Oui, moi j'aurais, à la fin de Sirocco, probablement que j'aurais aimé travailler sur un projet personnel, enchaîner directement. Il se trouve que j'ai pas réussi à faire ça. Je pense que le film m'a beaucoup demandé et j'ai pas réussi à rebondir directement après. Ça peut arriver hein, qu'on chevauche les projets les uns après les autres. Et là, en l'occurrence, je travaille pour pour un projet qui n'est pas, dont je suis pas l'auteur. Et c'est aussi la particularité de cette profession, c'est que comme j'ai plusieurs métiers dans les mains, parce que je passe un peu par toutes les étapes, je peux facilement travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est le cas en ce moment, je travaille sur un projet long métrage et je participe au développement, et je ne suis pas le réalisateur du film. Mais tu nous disais que tu commençais à avoir Oui, aussi un projet plus personnel. Voilà, l'idée c'est de penser évidemment à la suite. Je profite de ce temps d'accalmie, on va dire, pour réfléchir à la suite. Question que je trouve intéressante, quel est le dernier film d'animation qui vous a marqué? Est-ce que tu vois beaucoup les films de tes collègues? Et là, en ce moment, on voit beaucoup de films d'animation assez forts qui sortent. Il y a Flo, il y a La plus précieuse des marchandises, il y a l'Aiguilloniste, Locum qui va sortir. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir déjà. Oui, la réponse que je peux faire, c'est un peu celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on vit un moment quand même assez particulier où ce que je disais, toute cette mise en place de l'animation, des métiers de l'animation en France, aujourd'hui, 20 ans après, elle s'est structurée, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un réservoir de techniciens ultra compétents, on a formé de très bons réalisateurs, et donc on arrive à la suite logique, c'est-à-dire qu'on voit les films qui sortent aujourd'hui d'extrême qualité et de grande diversité. Donc la France est presque aujourd'hui le pays qui propose la palette la plus grande de films différents les uns des autres. Malheureusement, ils ne sont pas tous connus et accessibles au grand public, mais le Festival d'Annecy est un bon exemple. Même les sorties salles, l'année dernière, donc on avait Sirocco, Linda du Poulet, Mars Express, Linda le secret du hérisson, on avait des films qui sont très différents, et cette année ça recommence, voilà, Flo, et donc on a une variété de films extraordinaires, et donc c'est quand même difficile aujourd'hui de dire quel est le dernier film qui m'a marqué, parce que j'ai l'impression d'aller surprise sur surprise, en fait, c'est fou, c'est totalement fou. Et c'est vrai que Flo, c'est peut-être la dernière grande découverte, c'est un film inattendu. On ne s'attend pas à voir un film pareil, c'est une proposition scénaristique totalement nouvelle, visuelle totalement nouvelle. Donc on vit une période complètement extraordinaire de l'animation. Je pense que ce n'est pas fini parce qu'on a encore tout un réservoir de réalisateurs et notamment de réalisatrices qu'on va commencer à voir arriver là aux commandes. Et donc oui, on va encore avoir des bonnes surprises. Merci Benoît pour ce temps de masterclass. Merci à vous d'avoir été attentifs. Donc je salue particulièrement les spectateurs de l'Institut français de Tunis qui vont découvrir le film à l'issue de ces masterclass. Et je salue les spectateurs de Madagascar, d'Italie, de Londres et du Mozambique. Et je remercie encore les équipes de l'Institut français et de l'ALCA d'avoir permis à cette masterclass de se passer dans les meilleures conditions. Merci infiniment, merci. Merci à toutes et tous.